tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la fixation du prix. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le principe de l'élasticité. Donc le principe de l'élasticité est que on considère que la demande, c'est-à-dire les quantités vendues, est sensible au prix ou à la pression publicitaire. C'est-à-dire que finalement les quantités que l'on vend peuvent être amenées à varier en fonction d'une évolution du prix ou d'une évolution de la pression publicitaire. On admet l'élasticité prix comme élément principal car c'est plus facile à mesurer que la pression publicitaire. Elle se calcule à partir de l'analyse des prix, donc leur évolution sur une période donnée, et puis l'analyse des ventes, des quantités vendues sur la même période. Donc les périodes sont distinctes et on considère des périodes de même durée. Alors pourquoi s'intéresser à l'élasticité prix? Tout d'abord parce qu'elle permet aux futurs managers de savoir finalement quelle peut être l'incidence d'une hausse ou d'une baisse de prix sur les quantités que l'on va vendre. Ça, c'est un point particulièrement important car finalement la fixation du prix va influer sur les quantités que l'on va vendre et donc le chiffre d'affaires et également bien sûr la marge que l'entreprise va pouvoir générer. La fixation du prix a donc une incidence notable sur finalement la pérennité de l'entreprise et puis sa capacité à dégager finalement de la marge. Alors, donc l'élasticité prix, elle permet de prévoir les ventes en cas de variation de prix. Alors, comment la calculer? Alors, pour la calculer, on va s'intéresser à la comparaison des ventes entre deux périodes et puis la comparaison de l'évolution du prix de vente sur ces deux mêmes périodes. On va calculer ce que l'on appelle un coefficient d'élasticité, que l'on va nommer sur la formule par un E majuscule. Ce coefficient d'élasticité est calculé à partir d'une variable prix, donc on va qualifier comme grand P, et d'une variable D ou Q pour identifier les quantités. En fonction des supports manuels que l'on utilise, on peut avoir Q pour les quantités ou D pour la demande. Dans les deux cas, cela signifie en fait les quantités qui ont été vendues. À partir du moment maintenant où on a les trois éléments, on va pouvoir poser une formule qui est relativement simple. Alors le triangle vert ou delta constitue la variation. On a donc E et donc la variation des quantités vendues sur une période divisée par la variation du prix sur cette même période. Donc la variation se calcule, je vous le rappelle, en faisant la différence entre les quantités vendues sur la période 2 avec les quantités vendues sur la période 1 et on divise par les quantités vendues sur la période 1. Donc valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Donc on peut utiliser à la fois des valeurs en pourcentage comme des valeurs absolues. On obtient donc un coefficient E dont on va interpréter. Alors à la fois la valeur et le signe. Mais commençons par le signe. Alors le signe, c'est-à-dire que l'on peut avoir un signe positif ou on peut avoir un signe négatif. Premier cas, on va avoir un signe positif, c'est-à-dire que les variables agissent dans le même sens. Une augmentation du prix entraîne une augmentation de la demande, des quantités vendues. On parle alors de l'effet Veblen ou de snobisme. Donc Veblen, économiste, qui avait théorisé le snobisme, c'est-à-dire le comportement des consommateurs qui continuent à acheter un produit, voire qui en achètent plus lorsque le prix du produit augmente. Cela se constate beaucoup pour les produits luxe, produits de marque, pour lesquels en fait le prix apporte de la valeur au produit. On se rend bien compte que si on prend un produit de la marque Vuitton, finalement plus son prix va augmenter, plus la valeur du produit va être importante et donc les consommateurs vont en acheter. Si le signe cette fois est négatif, ça veut dire que les variables agissent en sens opposé. Une baisse du prix entraîne une augmentation des ventes et une augmentation du prix entraîne une baisse des ventes. Alors comment interpréter maintenant sur la valeur? Alors on va prendre dans un premier cas la valeur absolue. La valeur absolue, c'est-à-dire qu'on va faire abstraction du signe. Lorsque E est égal à 1, approximativement,
On considère que la demande est élastique ou sensible, c'est-à-dire qu'elle varie proportionnellement à une baisse ou une augmentation du prix. Lorsque E est supérieur à 1, la demande est très élastique, c'est-à-dire qu'elle varie de façon plus que proportionnelle par rapport à la baisse ou l'augmentation du prix. Et lorsque E est inférieur à 1, on considère que la demande est peu élastique. Alors, lorsque E est égal à 0, la demande est inélastique. Voyons maintenant un exemple d'application pour un riz de marque quelconque, avec sur 2 périodes différentes une variation de prix de 50% à la baisse et une variation des quantités de 50% à la hausse. On peut constater que les quantités ont augmenté de 50%, le prix a baissé de 50%. On a donc un coefficient d'élasticité qui est de -1. Il signifie donc que en négatif, les variables agissent en sens opposé. La baisse du prix entraîne l'augmentation des ventes. Et en termes de valeur 1, que la demande est élastique. On voit bien qu'elle a agi de façon proportionnelle, proportionnellement inverse à la baisse du prix. Voyons donc à présent un deuxième exemple pour le chocolat à tartiner ou pâte à tartiner. Donc avec une variation de prix également de 50% et une variation de quantité, cette fois-ci de plus 300%. Donc dans ce cas-là, on reprend variation de quantité plus 300% que l'on a calculé, variation du prix moins 50%, et donc on fait le rapport entre les deux, ce qui nous donne un coefficient d'élasticité de -6, ce qui est un coefficient particulièrement élevé. Alors on va prendre comme exemple un extrait de reportage, la promotion qui avait été faite par l'enseigne Intermarché sur le Nutella, moins 70%. Bousculade, insultes et parfois même violence. Tout ça pour un pot de pâte à tartiner vendu 70% moins cher. Mon Dieu! Cette scène surréaliste s'est répétée dans plusieurs régions de France et Toulon n'a pas échappé à l'émeute. On voit bien là dans ce reportage que la baisse de prix peut avoir des effets incontrôlables sur les quantités vendues. Voyons maintenant un troisième exemple, la montre de marque, avec une augmentation de prix, plus 25%, et d'augmentation des quantités, plus 10%. On peut constater l'effet Veblen ou l'effet de snobisme, c'est-à-dire que l'augmentation du prix a entraîné une augmentation des ventes. On a les quantités plus 10, les variations de prix plus 25, et donc un coefficient d'élasticité à 0,4. Ce qui veut dire qu'ici la demande est finalement peu élastique puisque la valeur absolue est inférieure à 1 malgré l'évolution du prix à la hausse. Voyons maintenant comment calculer la prévision des ventes, puisque le coefficient d'élasticité nous permet de calculer la prévision des ventes. Il suffit de reprendre la formule de base et puis de déplacer les variables. Donc on peut prévoir l'augmentation en quantité en multipliant le coefficient d'élasticité par la variation de prix envisagée. Mais attention, le comportement du consommateur peut changer d'un contexte à un autre et donc il est très difficile d'anticiper les ventes. Prenons maintenant un autre cas, l'élasticité croisée. L'élasticité croisée, c'est le principe selon lequel la variation du prix d'un produit entraîne la variation de la demande d'un autre produit. Il y a donc un lien entre un produit et un autre produit. Donc, prenons l'exemple d'un produit A et d'un produit B. La variation du prix d'un produit A va entraîner la variation des ventes pour un produit B. Donc, on parle d'élasticité croisée. Cela se calcule exactement de la même façon que le coefficient d'élasticité que l'on a vu précédemment. Et donc, on va interpréter la valeur et le signe du coefficient d'élasticité. Alors, ça se fait exactement de la même façon que pour l'élasticité classique. Le signe d'abord, négatif, veut dire qu'elles agissent en sens opposé. La baisse du prix du produit A entraîne l'augmentation des ventes du produit B et inversement, l'augmentation du prix du produit A entraîne la baisse des ventes du produit B. Prenons l'exemple aussi de l'effet Giffen qui a démontré que lorsque les prix des produits de première nécessité étaient amenés à augmenter, finalement les consommateurs arrêtaient de consommer des produits de marque ou des produits qui ne sont pas essentiels. Et c'est ce que l'on constate dans cette période de confinement où le contexte est de se concentrer sur les produits de première nécessité.
bon nombre de produits subissent une baisse de vente, quand d'autres subissent une augmentation des ventes. Donc il faut prendre la nature des produits et leurs liens. Lorsqu'on a des produits complémentaires, par exemple une cartouche d'encre et une imprimante, la variation du prix de la cartouche d'encre peut amener à augmenter ou diminuer les ventes d'imprimantes. Prendre en compte la nature du bien, c'est aussi identifier les biens de consommation, des biens durables ou des biens semi-durables, pour lesquels en fait il faut adapter le raisonnement, hein, puisque le raisonnement ne peut pas être le même. Enfin, il y a un autre cas, c'est celui des produits dits substituables. Les produits substituables, c'est-à-dire qui répondent aux mêmes besoins, qui peuvent se substituer l'un à l'autre, comme par exemple des produits alimentaires de type légumes, où il peut y avoir un report de la demande sur un produit en fonction d'une variation du prix. Si le prix des carottes augmente, peut-être que les consommateurs iront acheter des navets qui seront moins chers. Voilà, on est sur des produits substituables. Nous avons donc terminé cette vidéo sur l'élasticité et je vous invite à faire le questionnaire en ligne que vous trouverez dans le détail de la vidéo pour évaluer votre niveau de compréhension sur le principe de l'élasticité croisée. À très bientôt!